Bienvenue à l'événement du commerce connecté Paris Retail Week. Bienvenue à tous. Bon, allez, c'est parti pour cette deuxième journée dans la joie et la pêche. Bon, vous avez l'air quand même pas trop du café ce matin, là, un peu plus de pêche. Allez, on la refait une deuxième fois. Bienvenue à tous. Super, ça va beaucoup mieux. Allez, plus sérieusement, c'est parti pour cette deuxième journée, donc pour vivre justement cette expérience unique. Cette année, vous l'avez vu, l'événement tourne autour de 8 thématiques abordées sous plusieurs formats. Pour ceux qui étaient là hier, vous avez eu un petit aperçu. Donc hier, justement, il s'agissait du parcours client, utilisation data et nouveaux paiements. Aujourd'hui, place à l'innovation marketing, marketing B2B et marketplace. Alors, pour démarrer, entrons tout de suite dans l'univers du marketing B2B avec quelqu'un qui a consacré sa carrière au B2B. Aujourd'hui, intégré au sein du groupe Epoca, il pilote des équipes RSI dédiées au B2B. Il participe également à de nombreuses initiatives visant à faire la promotion du B2B et co-organise le B2B Summit que vous connaissez certainement, l'événement de référence organisé chaque été en France. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Laurent Olivier. Bonjour à tous. Ravi de commencer cette deuxième journée avec vous. Et oui, c'était une bonne idée de créer une conférence dédiée au B2B. Et donc, on va commencer effectivement par ce sujet. Et pour débattre, on va tout de suite accueillir celui qui est le mentor de cette session, Sacha Tikhomirov, qui est vice-président région Europe du Sud de Staples. Et on peut lui dire merci. On peut lui dire merci parce que c'est notre mentor et donc c'est lui qui a poussé à la création de cette session et à cette initiative. Merci. Avec lui, on accueille également Pierre-Olivier Brial, qui est directeur général de Manutan. Bienvenue également. Et enfin, Anne Griffon, qui est directrice marketing innovation de Château Fort. Bienvenue, Anne. Toutes les places sont bonnes. Alors, pour permettre de se projeter, ce que je vous propose rapidement, c'est que... Alors oui, donc ça c'est RSI, mais vous avez compris, et nos clients dans le retail. Juste, ce que je pense qu'il faut qu'on commence pour permettre à chacun de se projeter, qu'en quelques minutes, vous puissiez prendre le temps de vous présenter. Et on commence par Sacha. Oui, bonjour à toutes et à tous, Sacha Tikhomirov. Donc, j'ai la chance de diriger les équipes de Staples pour la France, l'Italie et l'Espagne. On a 4 business units sur ces 3 pays et on est spécialiste de la distribution et du support des entreprises sur tout ce qui est fourniture de bureaux, mobilier de bureau, aménagement des espaces et aussi hygiène entretien. Là, vous avez un petit peu notre couverture produit et notre couverture géographique. Vous connaissez bien évidemment Staples par son poids aux États-Unis, mais on est aussi très présent en Europe. En France, on est présent sous 2 marques commerciales, une marque pure player, staples.fr, et une marque historique, JPG, qui est la marque principale et qui est notre navire amiral en France et qui est vraiment le spécialiste des espaces de bureau. Et pour rentrer directement dans la problématique et la thématique du jour, on sert l'ensemble des clients et on vous a mis une segmentation et quelques exemples de clients qu'on sert. On va du plus petit client jusqu'au plus gros. Et on a vu tout à l'heure qu'en introduction, on avait Amazon. Je suis très content de vous prévenir et de vous informer que nous servons Amazon et Amazon est un de nos clients et on leur apporte des services. Donc il manque un logo, on a compris. D'activité. Voilà. Et effectivement, on a compris aussi les différents niveaux de taille de société. Et on va de l'auto-entrepreneur jusqu'à la multinationale. Pareil, Pierre-Olivier, un mot pour présenter Manutan. Donc vous êtes, je répète, le directeur général de Manutan.
Oui, bonjour à tous. Donc oui, je co-dirige le groupe. Donc Manutence, c'est une ETI française. On est 2300 un peu partout en Europe. On fait aux alentours de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires et on équipe les entrepôts, les usines, les bureaux. Donc en vendant en fait, par des plateformes digitales une gamme extrêmement large de produits, et nos clients principaux donc, sont les entreprises, là aussi de toute taille, les collectivités, sous 3 marques qu'on a en France, Manutan Collectivité, Pichon et Casal, et les artisans. Voilà. Et ce qu'on voit ici, c'est votre site principal, c'est ça, qui est situé en région parisienne? Oui, c'est notre siège de Gonesse, voilà, qui s'appelle Dreda et qui est presque aussi beau qu'un château forme. Alors, ce n'est pas de la concurrence, hein, on ne va pas les stocker tout le matériel Manutan chez Château-Ford, mais Anne, effectivement, racontez-nous en quelques mots, vous connaissez certainement tous Château-Ford oui, pour y avoir fait un séminaire ou autre. Donc Anne est directrice marketing et innovation du groupe Château-Ford. Quelques mots pour qu'on puisse se projeter sur Château-Ford et ses enjeux. Oui, alors effectivement, nous, on est plutôt une entreprise de service. On n'a pas de produits à vendre en tant que tel. Et ça fait plus de 20 ans qu'on a le plaisir à accueillir les entreprises pour tous leurs événements. Historiquement, on a commencé plutôt en dehors de Paris, en Île-de-France, dans des demeures, voire même des châteaux, avec de grands parcs pour justement aider les entreprises à sortir de leur cadre, créer du lien avec leurs entreprises et penser autrement. Et puis 20 ans plus tard, c'est 2000 personnes, 70 maisons, 240 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on est dans 6 pays. On a le plaisir, par exemple, à accueillir Manutan souvent chez nous. Voilà. Et un peu Staple aussi. Voilà, donc quelques chiffres ou quelques images qu'on partage avec vous sur les différentes expériences. Voilà, ouais. On s'est effectivement beaucoup développé et on a toujours, on s'est développé en écoutant nos clients. C'est vraiment cette culture du feedback que l'on a. Effectivement, comme je vous disais, on a commencé à la campagne, on est venu en ville, on s'est développé dans les pays parce qu'à chaque fois les clients nous le demandaient, jusqu'à créer une expérience qui s'appelle Home, où certains clients apprécient vraiment ce que l'on leur propose et on demandait à ce qu'on vienne faire du château forme dans leur maison. Donc par exemple, on a le plaisir d'être à la Société Générale et ils ont château forme avec eux tous les jours et on est ravis de pouvoir les accompagner. Et des châteaux formes, il n'y en a pas que en France, voilà, dans partout 6 pays, en Europe. Effectivement. Merci pour cette introduction. Donc ici, on est à Paris Retail Week, donc on parle commerce, on parle bien sûr aussi digital, et c'est ce qui va nous occuper ce matin. Donc bien sûr, le web est aussi devenu un terrain de jeu prioritaire pour de nombreux acteurs du B2B aussi, pour de la conquête de trafic, pour faire venir effectivement des visiteurs, pour faire de la conversion, de la préférence de marque, pour aussi faire en sorte de mieux connaître les clients, les fidéliser. Et donc ça va être un peu notre première série de questions autour de cette thématique de l'acquisition digitale. Et j'ai envie de poser une première question à Sacha Tikhomirov, qui est donc vice-président régional Europe du Sud de Staples. Donc l'enjeu B2B, B2C d'un visiteur qui va venir chercher du papier A4, comment vous traitez cet enjeu majeur, en quoi c'est compliqué pour vous et comment vous y faites face? Alors, le premier enjeu, c'est de bien identifier les visiteurs B2B. Et ça paraît rien, mais la majorité des outils, malheureusement, sont aujourd'hui développés plutôt pour le B2C. Et évidemment, quand vous cliquez sur un lien Google ou sur un Google Shopping, vous n'avez pas envie d'investir dans un visiteur B2C ou dans un clic B2C si vous proposez du B2B. Donc on a toute une réflexion et un certain nombre d'outils pour nous permettre de filtrer ce trafic. Ça, c'est la première chose. Et c'est vraiment l'élément important. On a des startups innovantes qui nous accompagnent dans ces éléments, dans ces étapes d'identification, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc là, c'est plutôt un appel à la salle et à l'innovation et aux entrepreneurs de se pencher sur ce problème-là parce que c'est un problème majeur. Donc si on a bien compris, hein, c'est ça, c'est quelqu'un qui cherche papier A4. Et là, l'enjeu, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas un particulier qui n'a plus de papier dans son imprimante à la maison, mais d'être certain que les 2, 3, 4 euros, vous nous direz peut-être, du CPC Google, vous ramènent un client B2B. Exactement, ça c'est un premier enjeu. Ensuite, on sait qu'au niveau de l'acquisition, on travaille beaucoup sur le multicanal dont on a entendu parler hier, et on a
avec les suivis des clients, on se rend compte que toutes les actions qu'on fait par l'envoi de catalogues qui peuvent paraître ringards ou hors d'âge, mais génèrent énormément de visites sur Internet. Les publicités qu'on peut faire en offline génèrent aussi des visites. Donc c'est toute la gestion du mix et on travaille de façon très précise sur le retour sur investissement et les coûts d'acquisition de clients et on pilote en fonction des coûts et des retours au fil de l'année. Voilà, les publicités qu'on va faire, le retargeting, ce qu'on va mettre sur Google en payant, ce qu'on va mettre sur Google en gratuit, les envois de catalogue. Et c'est tout ce pilotage-là qui est extrêmement fin, encore une fois, avec l'enjeu principal de bien filtrer et d'identifier les clients B2B. Et alors, on a bien compris, vous n'y arriviez pas à 100%, mais comment vous faites néanmoins pour un peu filtrer? C'est la rédaction des annonces? C'est une couche techno? C'est le type d'offre d'abord. On présente d'abord... Pas le papier A4. On met le papier A4, mais pas, on va mettre du papier plutôt à destination professionnelle. On va essayer sur les annonces de mettre en avant des papiers professionnels. On va mettre en avant des services qui sont plutôt réservés aux pros. On va évidemment parler en hors taxe, mais ça n'empêche pas des clients B2C d'arriver. Ensuite, il y a maintenant des technologies qui permettent d'identifier de façon plus ou moins précise, c'est là où il y a encore des progrès à faire, si c'est un client B2B ou B2C. Pierre-Olivier Brial, vous, chez Manutan, vous vendez plutôt donc, du matériel pour l'industrie, donc moins de sujets de préoccupation papier A4, mais néanmoins, est-ce que dans votre stratégie digitale, il y a un enjeu d'identification préalable du prospect? Oui, alors nous, il y a un certain nombre de mots sur lesquels on ne va pas bider au démarrage, mais par contre, on va faire beaucoup de retargeting, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a reconnu l'utilisateur parce qu'il est déjà venu chez nous, là, on va augmenter nos enchères. Bon, il faut savoir que nous, à peu près aujourd'hui, la moitié des personnes qui utilisent les mots-clés vont être des nouveaux clients, mais la moitié sont des clients existants. Et donc là, le fait de reconnaître l'utilisateur nous permet d'être beaucoup plus précis et donc d'adapter le niveau de notre enchère en fonction de la connaissance qu'on a de cet utilisateur. Ça, c'est assez nouveau et ça nous a permis d'augmenter très fortement notre ROI et de revenir sur des mots sur lesquels on n'allait plus parce que trop proches de mots B2C. Après, sur Google Shopping, il y a quand même aussi l'affichage des produits. Donc quelqu'un qui va chercher un chariot, qui va chercher un rayonnage, naturellement, par la typologie du produit qu'on affiche et le prix, ça a quand même tendance à orienter le niveau de trafic. Anne Griffon, donc vous ne faites B2C, B2B ou est-ce qu'on peut aller chez Château Forme d'une manière perso ou uniquement pro? Alors nous, on est effectivement uniquement B2B et une nouvelle fois sur le service. Et c'est vrai que si on parlait du directeur achat, c'est pas naturellement la direction qu'on allait chercher puisqu'on travaille essentiellement avec les métiers. C'est le directeur marketing, c'est le directeur de la com, c'est le DRH qui a besoin de rassembler ses équipes. Et le directeur achat, il est assez nouveau pour nous parce que c'est une famille, finalement, l'événementiel qui était peu regardé par les directeurs achats. Et l'avènement des plateformes et le besoin justement de centraliser ces catégories fait qu'aujourd'hui, ce sont des personnes qu'on doit considérer. Alors, on est moins... Lui, il ne va pas forcément aller sur Google et regarder les mots-clés, mais en revanche, le travail qu'on va faire, c'est l'informer, le rassurer, lui expliquer comment fonctionne l'événementiel. En fait, on est vraiment dans un mode d'accompagnement, lui fournir des outils pour qu'il puisse se créer les tableaux de bord. Voilà, finalement, on fait du consulting pour lui, quoi. Donc, si je comprends bien, vous, l'enjeu, il n'est pas de distinguer B2C, B2B, mais dans le B2B, ouais, de comprendre qui est un utilisateur, d'un acheteur, d'un fonctionnel. Exactement. Et comment vous faites donc cette distinction? Vous le faites en amont ou c'est plutôt au moment après la commande? Alors, on fait un peu les deux parce qu'on a effectivement en parallèle et l'organisateur et l'acheteur que l'on doit accompagner. L'organisateur parce que lui, il va avoir pour rôle de... Enfin, voilà, je pense que ça arrive à tout le monde. Si vous avez dû organiser un événement, vous venez rarement avec un seul devis en disant ben voilà, ça va coûter 300 000 €. Bon, évidemment, vous devez venir avec plusieurs propositions. Donc, on va accompagner l'organisateur pour qu'il puisse avoir des propositions qui tiennent la route et l'acheteur pour qu'il puisse avoir des choses comparables. Et c'est là qu'on tombe dans un travers, c'est que nous, on est sur une proposition toute incluse, quand sur le marché, tout est absolument dépackagé. Donc pas facile de comparer une offre versus une autre. Ouais.
Pierre-Olivier Brial, chez Manutan, j'imagine que vous aussi, il y a le directeur des achats dans la boucle. Comment vous travaillez cette distinction entre un fonctionnel qui a besoin peut-être d'un produit précis et un acheteur qui, lui, a surtout besoin que ça ne coûte pas trop cher? Alors c'est vrai, en fait, quand on parle de client en B2B, c'est un mot générique qui va en fait couvrir des réalités extrêmement différentes. Quand on est sur du tout petit client, on est très proche d'un comportement B2C. Et on va dire que l'acte d'achat en ligne, le site internet, les fondamentaux sont exactement les mêmes que B2C. En fait, c'est pas trop là que ça se joue. Ça se joue dans le fait que plus une organisation est grande, plus on va avoir une multiplicité d'acheteurs. Donc par exemple, si on prend le cas de Manutan, nous on va avoir un utilisateur qui est sur un site et lui, son seul problème, c'est de savoir s'il peut mettre de l'acide dans la cuve, quoi. Il veut acheter une cuve, c'est son seul rapport à Manutan à ce moment-là. Donc c'est un rapport. Le prix ne l'intéresse peu. Le prix ne l'intéresse peu. En tout cas, aujourd'hui, quand on est en B2B, on utilise souvent un produit pour quelque chose. Et donc, quand on est dans une usine, si on veut mettre de l'acide dans la cuve, ça vient avant le prix, parce qu'il y a des enjeux de sécurité. Donc lui, il a un rapport très contenu, très contenu. Et la différence B2C, B2B, là, elle va se jouer sur le contenu, les normes, les fiches techniques, enfin un certain nombre de choses qui sont très propres au marché du B2B, mais pas sur les fonctionnalités de commande. Ensuite, vous allez avoir un approvisionneur. Lui, sa problématique, c'est qu'on va lui dire, tiens, j'ai trouvé une cuve, achète-la. Et lui, sa problématique, c'est une problématique de suivi de commande. Quand est-ce que je vais être livré? Comment je vais la recevoir, etc. Et donc, sur des personnes comme ça, on va être sur comprendre exactement comment il fonctionne et comment on va lui simplifier son suivi. C'est souvent des personnes qui sont un peu invisibles parfois en interne. Alors, ce matin, on n'a pas applaudi parce qu'il y avait des chaises, mais s'il n'y avait pas de chaises, on aurait tous dit il n'y a pas de chaises. Et donc là, on est dans un autre rapport à Manutan. Et puis, vous avez un directeur des achats. Lui, son problème, c'est pas de l'acide dans la cuve ou quand il va recevoir sa commande. De toute façon, il ne les voit pas, les commandes. Il est dans une problématique de réduction des coûts, une problématique d'achat électronique, etc. Et donc, le B2B, c'est un travail de contact. Ce n'est pas un travail de client en réalité. C'est un travail de contact. Et ça, c'est vraiment le savoir-faire qu'on a développé depuis des années. Et ça se joue donc sur ce que vous avez dit en termes de site, mais ça se joue aussi sur les envois, à qui on parle, à quel produit on pousse, parce qu'en B2B, ça ne sert à rien de pousser de la fourniture de bureau à la personne qui, justement, achète les produits très techniques, etc. Et pour finir, en ligne, après, on a des outils dédiés. C'est-à-dire que nous, on a un blog achat qui est exclusivement dédié aux acheteurs. Et c'est des choses qu'on a appris dans le temps, parce que ça fait 18 ans qu'on fait de l'Internet. Au départ, notre site, on voulait parler à tout le monde. Et petit à petit, on a été beaucoup plus fin en disant le site Internet, ça doit être rapide, c'est un excellent contenu, un outil d'achat. Le directeur des achats ne vient pas, donc ça ne sert à rien de lui pousser nos offres au grand compte. Donc en fait, ce n'est pas un métier de client, c'est un métier de contact client. Oui, au-delà des logos des entreprises, il y a donc des profils et il est donc important de bien adresser chaque profil avec les bons messages au bon moment. Chez Staples, pareil, on a vu les logos. Je pense qu'entre la PME et le grand compte qui était tout là-haut, pareil, on n'adresse pas les mêmes messages, les mêmes mécaniques, qu'elles soient digitales ou non digitales, comme vous l'avez dit. Comment vous faites? Exactement comme l'a dit Pierre-Olivier, hein, on segmente les clients en fonction de leur taille et en fonction de la sophistication dans le processus d'achat, on va commencer à regarder les attentes de chacun des acteurs. Quand vous avez une toute petite entreprise unipersonnelle, c'est la même personne qui fait l'acte d'achat, qui utilise le produit, qui paye et qui le reçoit. Donc il est sur toute la chaîne et il décide et il a ses implications. Quand on monte dans la hiérarchie de sophistication, vous avez un acheteur professionnel qui a ses préoccupations qui sont différentes de celui qui va s'occuper de la facturation du paiement, qui sont différentes de celui qui va placer la commande, sont différentes de celui qui va utiliser le produit. Donc c'est vraiment l'identification de ses besoins et d'être en capacité de fournir des outils digitaux et non digitaux à chacune de ces fonctions pour qu'elles répondent à leurs attentes. Donc ça peut être des process de commande, ça peut être des process de certification, de l'information. Donc c'est vraiment d'arriver à trouver en fonction de la taille de l'entreprise et du process d'achat quelle est la bonne configuration qu'il faut offrir. Et là-dessus, on a vraiment un rôle d'accompagnement des services achats en fait. Et j'imagine que ça, c'est pas que digital. Peut-être que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe, les différents canaux entre eux, entre effectivement le canal digital, les commerciaux sur le terrain, le marketing téléphonique. Qu'est-ce que vous activez comme levier? Alors on a effectivement un mix. On en parlait tout à l'heure avant de rentrer. Si on met encore des formulaires dans nos catalogues, c'est qu'on a 2 à 3% des commandes qui arrivent encore par courrier. On a 30% de nos paiements qui arrivent par chèque. Donc on peut parler par chèque, 30%. Donc on peut parler de digitalisation, mais la capacité des entreprises B2B, c'est de s'adapter aux besoins du client. Donc on va aller aussi vite que possible en digitalisation, mais on ne veut surtout pas perdre
les clients traditionnels qui souhaitent rester sur du papier ou qui, par leur processus interne, préfèrent envoyer un fax ou passer un coup de fil. Donc vraiment là-dessus, on a sur chaque étape du processus d'achat une option digitale et une option, j'ai envie de dire, traditionnelle physique, qui peut être, vous parliez du vendeur, le coup de fil, la visite physique, la réunion, on s'adapte. Et c'est notre force, je pense. C'est vraiment d'avoir une démarche process d'achat qu'on adapte à chacun des clients. Pierre-Olivier Brial chez Manutan. Le digital, vous pouvez nous donner les chiffres, combien de chiffre d'affaires ou combien les commerciaux en font peut-être en ouverture de nouveaux comptes? Comment ça se passe? En fait, le digital, il est vraiment au cœur du modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 80% des recherches produits se font sur le site. Ça ne veut pas dire que l'acte d'achat se fait sur le site, parce que certaines entreprises aujourd'hui doivent continuer à commander dans leur propre outil d'achat. Mais c'est vraiment le cœur du réacteur. Les commerciaux, chez nous, ne prennent pas de commandes. Ils sont vraiment accompagnés les directeurs d'achat. Après, tout l'enjeu aujourd'hui, il faut savoir qu'une base B2B, elle change de 30% chaque année, entre les entreprises qui changent de nom, etc. Et quand on est au niveau du contact, c'est 40%. Donc en fait, une base B2B qui n'est pas mise à jour, en 2 ans, elle ne vaut plus rien. Ça, c'est depuis longtemps de notre travail. Et donc, on a des services qui appellent les clients, etc., pour savoir qui ils sont. Et puis petit à petit, étant donné les volumes et surtout les outils qui existent, on essaye de faire de plus en plus de prédictifs. C'est-à-dire de se dire, cette personne-là, au vu de son comportement, au vu des canaux avec lesquels elle est en interaction, c'est probablement un utilisateur de produits techniques. Cette personne-là, c'est probablement un acheteur. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que, en fait, quand on travaille par exemple avec Saint-Gobain, en fait, Saint-Gobain, c'est des dizaines de milliers de contacts à l'intérieur de Saint-Gobain. Et donc, nous, on ne peut pas tous les voir. Et donc, de plus en plus aujourd'hui, on analyse leur comportement pour repérer ceux qui changent de comportement. Parce qu'on peut avoir un client qui est très fidèle parce que son directeur des achats ou son approvisionneur, même sur un site, aime beaucoup Manutan. Et du jour au lendemain, on a un changement de comportement parce que cette personne-là change, etc. Et donc, on fait de plus en plus de prédictifs et d'analyses de données. Et ça, après, ça oriente les commerciaux en lui disant attention, tel contact sur tel site, il est en train de disparaître du radar, il faut que tu ailles le voir. Vous avez créé des outils, là aussi, qui font des alertes, qui renvoient aux commerciaux, et vous avez créé des process pour qu'ils relancent. Ouais, en fait, on a une machine, on va dire, de gestion des contacts, et après, cette machine, elle oriente les canaux. Donc, elle va générer un email, elle va générer un appel sortant, elle va générer un contact. Quand c'est un client qui commande très fréquemment, on va l'appeler en lui disant qu'est-ce qu'il est en train de se passer. Et donc aujourd'hui, tous les canaux sont en fait irrigués par ce moteur en fait d'analyse comportementale. Anne Griffon chez Châteauforme, comment vous gérez ce multicanal? On vient, j'imagine, sur le site pour découvrir un peu une zone géographique, des activités. Est-ce qu'on rencontre des commerciaux? Ouais, alors nous, on va passer pour un peu anachronique ou totalement ringard, ou je sais pas, mais ce qu'on tient à cultiver, c'est vraiment l'humain, justement, et le digital doit juste être un support. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de conseillers séminaires, et ce qu'on leur demande, c'est de connaître leurs clients. Donc nous, on est vraiment dans cette approche très familiale. On a d'ailleurs tout un vocabulaire autour de ça. On a nos clients chouchous, on a des nounous qui s'occupent de nos clients. Enfin voilà, on est un peu anachronique, peut-être, je ne sais pas. Néanmoins, comme vous le disiez, il faut qu'on soit à même de pouvoir répondre aux besoins de tous nos clients. Il y a ceux qui ont absolument besoin d'avoir quelqu'un au bout du fil et de pouvoir construire leur projet avec leurs conseillers. Et il y a ceux qui ont envie d'être assez indépendants. Donc c'est effectivement là, vers ça qu'on tend, et pouvoir proposer des parcours sur le digital. D'ailleurs, le nouveau site sort début octobre, donc je vous invite à venir le voir. On va vraiment être là-dedans, c'est-à-dire qu'on va être dans la même démarche que quand vous êtes au téléphone. Pourquoi vous venez vers nous, combien vous êtes, comment on peut vous aider, etc. Alors qu'aujourd'hui, on était quand même beaucoup plus sur un site vitrine, et donc pas forcément très aidant pour nos clients qui souhaitaient ne pas forcément avoir un premier contact avec les conseillers. Et donc demain, sur le site Châteauforme, on pourra faire du transactionnel ou réservé, pré-réservé? Alors on pourra pré-réserver à partir de l'année prochaine, mais c'est vrai que pour le secteur du séminaire et de l'événementiel, c'est assez nouveau finalement tout ce mouvement e-commerce. Parce que finalement, à chaque fois, on est sur un projet quasiment sur mesure, et on a rarement des sessions qui se répètent. Et finalement, on va plutôt toucher le domaine de la formation, qui est assez proche du nôtre, où les directions des ressources humaines vont avoir besoin d'avoir des choses un peu répétitives, et là, on va pouvoir leur faire gagner du temps, effectivement. Et vous, donc, sur votre nouveau site,
vous avez réconcilié cette fameuse data entre la data qui va être digitale, ce que vous avez dans le CRM, ce qu'ont les commerciaux dans leur calepin encore? Comment vous avez... Si, on est en train, mais c'est vrai que c'est ce qu'on expliquait avant d'arriver. En 5 ans, on a grossi aussi vite que ce qu'on a mis 15 ans à faire. Donc voilà, on est un peu en train de courir après le temps sur toute la transformation digitale. On est passé de PME à une ETI à part entière. Et donc voilà, ça prend un peu de temps. Et puis je vous dis, c'est vraiment tout le secteur de l'événementiel et du séminaire qui est en train de vivre cette révolution, aussi poussée par les nouveaux entrants. Et c'est très bien parce que ça nous force à nous questionner, à nous renouveler. Parce que là, vous avez, à l'instar du B2C, vraiment des plateformes qui mettent en relation directement les organisateurs, les acheteurs, sans passer par les fournisseurs de lieux, si je puis dire, quoi. Oui, vous travaillez vraiment votre marque, oui. Comme un éléphant fort de différenciation. Voilà. Vous venez de nous parler de votre vocabulaire. Chouchou, j'ai entendu. Oui, les clients chouchou. Non, mais c'est vrai que Châteauforme travaille avant tout sur le contact et tisse des liens. Et on essaye vraiment de cultiver ce human to human. Et on a la chance, effectivement, peut-être contrairement à Staples ou Manutan, d'avoir une véritable expérience client que vous allez vivre. Vous allez vivre un moment peut-être sur plusieurs jours avec des gens. Donc on rentre dans une forme d'intimité qui fait que vous arrivez à créer des souvenirs un peu comme un voyage. Donc c'est là-dessus que nous devons cultiver du lien et pouvoir faire la différence avec une simple plateforme qui va vous mettre un devis, un moyen de paiement en ligne et une simplification. Ça peut servir parfois aussi, mais... Et ce vocabulaire un petit peu différent que vous avez construit, qui permet effectivement de construire cette marque, comment vous avez géré la réconciliation encore entre ce que je recherche en SEO ou ce que je recherche sur Google, c'est un peu le casse-tête, et qui est donc un vocabulaire que nous on connaît versus votre vocabulaire? Effectivement, quand vous cherchez un lieu pour faire un événement, vous n'allez pas nécessairement taper maison, vous n'allez pas... voilà. Et on faisait le parallèle quand je discutais avec mon agence d'acquisition. Nature et Découverte a eu ce problème aussi parce qu'ils ont aussi un vocabulaire et un imaginaire très riche. À un moment, on se fait violence et on casse aussi un peu notre vocabulaire pour pouvoir s'adapter, faire venir les prospects dans notre univers et ensuite pouvoir les acculturer, si je puis dire, mais on n'a pas volonté non plus à complètement leur changer le cerveau pour rentrer dans notre culture. Donc voilà, c'est trouver le bon équilibre entre tout ça. Mais c'est vrai qu'on a plus de 350 mots dans notre vocabulaire, en fait, Châteauforme. Donc il faut vraiment qu'on arrive à recréer un lexique parallèle. C'est un peu le casse-tête. Entre chouchou et son équivalent pour Google, si je comprends bien. C'est ce qu'on va appeler un key account dans une entreprise. C'est pas beau quand même. Alors, chez Staples, comment on fait pour se différencier, là encore? Parce que un papier A4 qu'on achète chez Staples ou chez un concurrent, ou voilà, il faut aller chercher de la différence, de l'attractivité, de la préférence. Comment vous travaillez ce point-là? Alors, on a positionné nos offres commerciales vraiment sur le service. Et c'est une des particularités, il nous semble, du B2B, c'est que l'importance du service est vraiment énorme. L'acheteur, qu'il soit à titre personnel pour une PME ou pour une grande entreprise, c'est son image de marque, c'est sa capacité à servir ses collaborateurs qui rentre en jeu. Donc on est vraiment sur le service au maximum et on l'adapte en fonction de l'acheteur. Ce qui veut dire qu'on a développé tout un tas de types de services innovants pour essayer de rassurer complètement. On n'est plus tellement sur le fait de savoir si un stylo va coûter 11 centimes ou 12 centimes, mais la qualité de service qu'il y a derrière va être extrêmement importante. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on aide les sociétés à adapter leurs process. On en parlait tout à l'heure. Une société décentralisée, une petite entreprise qui a 5 agences, on va pouvoir lui mettre un système d'achat qui fait qu'il y a un accord centralisé qu'on va pouvoir gérer sur les 5 agences. On a mis en place aussi un service qui est par exemple en stock, surclassé ou offert, un peu à l'image de ce que devraient faire les compagnies aériennes. Et donc, si vous ne trouvez pas votre produit, on va vous en donner un meilleur ou on va vous rembourser. Donc, on est vraiment sur cette notion-là. Et l'acheteur, une fois qu'il a expérimenté, il est extrêmement fidèle parce que le service vient avant tout. Après, c'est aussi un positionnement pour résister aux mastodontes qui vont rentrer et aux pure players qui vont jouer uniquement le prix. Nous, c'est vraiment ce positionnement-là. Et comment vous le faites savoir? C'est souvent un sujet en B2B, c'est-à-dire que néanmoins, je cherche à m'équiper d'un produit ou d'un service. Et comment on rajoute cette couche? Comment on le fait découvrir aux prospects? Alors, c'est une des difficultés du web, qui est une interface qui a du mal à exprimer la dimension service.
C'est pour ça qu'à l'instar de Châteauforme, dans ces cas-là, on va vraiment aller au contact avec le client, que ce soit par téléphone ou en visite physique, pour lui expliquer les dimensions et la valeur du service qui s'attache au produit et à l'ensemble de l'expérience et du process d'achat. Donc là, la dimension humaine est fondamentale. Et le temps qu'on investit et qu'on passe avec les prospects, avec les clients en amont de l'acte d'achat est le plus important. C'est l'explication de comment ça se passe, les garanties qu'on peut donner, la façon dont on va gérer les éléments. Juste pour vous donner un exemple, on fait beaucoup d'installations de bureaux. Vous imaginez bien, quand vous avez un déménagement, les bureaux doivent être ouverts le lundi. Évidemment, le mobilier bureau, il arrive le dernier jour. Le vendredi, il faut qu'il y ait toutes les chaises et les tables le vendredi. Sinon, le lundi, c'est catastrophe. Donc, cette garantie de dire on est en capacité de vous garantir que vous aurez tout votre matériel et que vos collaborateurs pourront lundi matin 8 h s'installer, ça, c'est une vraie valeur. Et donc, c'est là où le multicanal prend tout son sens entre ce que je peux lire sur Internet et ce que la relation commerciale va construire, rassurer. Et la force de la marque. C'est pour ça qu'on investit aussi sur la marque, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, la force des marques, la notoriété et l'image de marque et la réassurance qu'elle donne dans le cadre du B2B est tout aussi importante que dans le B2C. C'est pour ça que vous gardez encore les deux marques en France, peut-être? C'est pour ça qu'on insiste beaucoup et qu'on développe la marque JPG, qui a 43 ans maintenant, donc une marque qui a commencé bien avant Internet, mais qui maintenant utilise cette force de marque pour se déployer sur des outils digitaux ou sur des outils non digitaux. Alors vous êtes directeur de la région sud de l'Europe. Peut-être ça se passe pareil dans tous les pays? Ou est-ce que vous constatez des différences dans les usages? Il y a des différences et on entend souvent que plus on va au sud, moins il y a de pénétration Internet. C'est vrai pour l'Italie, je ne sais pas si c'est le cas chez Manutan. J'étais la semaine dernière chez mes collègues italiens qui m'expliquaient qu'il y a 30% des entreprises qui n'ont pas la DSL. Donc on peut imaginer que si on n'a pas la DSL, on ne fait pas de commande Internet. Donc ils sont encore extrêmement sur le manuel, le papier, le téléphone. A contrario, l'Espagne est beaucoup plus Internet et beaucoup plus en digital que ne peut être même la France, où on a des taux de commande sur Internet qui dépassent les 85, voire 90%. Alors qu'en France, chez nous, on est plutôt aux alentours de 75-80%. Donc vous adaptez pour chaque pays selon les comportements, les moyens, les leviers. Exactement. Des équipes. Chez Manutan, comment on crée cette préférence de marque, la différence et la préférence? Comment vous travaillez avec vos prospects et clients ce point? En fait, si on prend un client B2B donc, qui a un potentiel de 100 000 € d'achat chez nous, la question d'atteindre ces 100 000 €, elle passe encore par le fait d'être capable de travailler avec les différents contacts. Parce qu'en fait, vous pouvez très bien avoir un directeur des achats qui est pro-Manutan, mais si dans les usines, en fait, soit ils ne connaissent pas la marque, soit aujourd'hui Manutan ne les satisfait pas, ils ne commanderont pas. A l'inverse, vous pouvez avoir aujourd'hui des utilisateurs qui sont très pro-Manutan. Si le directeur des achats décide de couper le flux, en fait, à un moment donné, on ne développe pas nos ventes. Donc en fait, la vraie question, c'est comment on est en empathie avec les contacts pour comprendre exactement le rapport qu'ils ont à la marque. Un directeur des achats, son vrai stress aujourd'hui, c'est j'ai une direction générale qui me demande des économies, j'ai des utilisateurs à satisfaire, on me demande de connecter des plateformes e-procurement. Et donc, nous, aujourd'hui, on a lancé un outil, par exemple, qui s'appelle Save Insight, qui est vraiment un outil qui n'est destiné qu'au directeur des achats. Ensuite, il faut aller sur le terrain visiter l'approvisionneur. Et lui, il a un autre rapport à Manutan. Son rapport à Manutan, ce n'est pas Save Inside, etc. Lui, son rapport, c'est de dire, moi, en fait, je vends du service en interne. Et donc, les outils qu'il va utiliser, le rapport à la marque est essentiel. Parce que lui, il peut décider du jour au lendemain et il peut être dans l'organisation la plus centralisée du monde. Oui, dans si à un moment l'urgence. donné, il décide de commander ailleurs parce qu'il faut du sel, parce qu'il neige dehors, s'il ne commande pas chez Manutan, il ira ailleurs. Donc, il suffit qu'il soit déçu une fois pour dire j'en ai rien à faire de la politique du siège, je fais ce que je veux. Et enfin, on a l'utilisateur. Et comme je le dis, lui, il est dans une notion d'utilisation du produit. Lui, son stress, c'est de se dire est-ce que je vais blesser quelqu'un? Est-ce que ça répond à mon processus? Et lui, dans une relation extrêmement contenue à la marque. Et donc, on ne peut pas en B2B avoir une approche homogène. En réalité, la vraie difficulté, c'est comment, à travers un positionnement unique, on le traduit dans des rapports à la marque qui sont extrêmement différents en fonction de son positionnement dans l'entreprise. Vous venez de nous parler d'une initiative, Save Inside, c'est ça? C'est donc une initiative vraiment destinée au directeur des achats pour lui faire comprendre qu'avec Manutan, il va gagner. Racontez-nous. En fait, quand on a écouté les directeurs des achats, donc on a, c'est assez classique, on a aujourd'hui des product researchers, donc des gens qui passent leur vie avec les différents utilisateurs. En fait, on a compris qu'aujourd'hui, leur vrai problème, c'était d'avoir de la visibilité,
Il disait, mais en fait, je ne sais pas trop ce que j'achète dans ces familles de produits. 2, c'était de justifier en interne les économies qu'il avait apportées, au-delà d'avoir négocié un discount. Et nous, en plus, aujourd'hui, on voit bien que la remise, à un moment donné, plafonne et on peut donner 4 points de plus, on n'en fait pas plus. C'est donc de trouver d'autres leviers. Il a une politique RSE. Et donc, il est pris, en fait, au carrefour d'injonctions paradoxales. Et donc, on a créé un outil de scoring, qui est une plateforme technologique, mais qui est proposée par nos commerciaux, où on score, en fait, la maturité de notre relation, on définit des plans d'action. Ça, typiquement, c'est pour le directeur des achats. Et là, on est totalement en empathie avec son métier. Et vous avez aussi une stratégie de contenu assez forte. Elle s'inscrit dans cette même démarche. Elle est segmentée par population. Racontez-nous. En fait, le contenu en B2B, ce qui est particulier, c'est que si vous êtes un B2C, vous achetez sur une plage de marché un produit qui vient je ne sais où, en fait, vous engagez votre responsabilité. Alors, si ça ne va pas, vous attaquerez la plateforme. Mais globalement, si vous êtes aujourd'hui un acheteur, vous achetez des gants qui ne sont pas certifiés, qui sont une copie, vous allez en fait au-devant de problèmes perso et ça engage la responsabilité de l'entreprise. Et dans le B2B, on est très vigilant aux normes, on est vigilant aujourd'hui à la qualité des produits, l'usage, etc. Et donc nous, notre principal investissement aujourd'hui, c'est un investissement de contenu. Quand vous achetez une élingue, donc les élingues, c'est ce qui a à sauter, c'est un investissement de configurateur, etc. Et c'est pour ça que nous, on dit beaucoup purchasing is not shopping. C'est pas parce qu'on sait vendre des produits en B2C, c'est pas parce qu'on sait vendre une table en B2C qu'on sait la vendre en B2B. Parce qu'en B2B, on est dans une interaction et un rapport au produit qui est vraiment différent, vraiment différent. Anne, est-ce que aussi vous avez construit une stratégie de contenu pour raconter justement ces histoires, ce vocabulaire? Comment vous faites? Autour d'un blog? J'aime bien le principe d'injonction paradoxale, effectivement, pour le directeur des achats. Parce que, comme je le disais, nous, historiquement, on a toujours travaillé avec les métiers. Puis est arrivé le directeur achat et on s'est rendu compte que sa problématique était effectivement pas du tout la même. Et notre but n'était pas du tout de créer des guerres internes parce que c'est vraiment ce qui s'est passé à un moment. Le directeur des achats venait en disant « Moi, j'ai besoin de faire des savings et donc Châteauforme, plus jamais parce que clairement, on n'est pas le moins cher de la place. Encore que en tout packagé, quand vous faites bas de ligne, finalement, vous vous y retrouvez, mais là n'est pas le sujet. Néanmoins, c'était de dire... Ok, il y en a un qui a besoin de réussir son séminaire et de faire en sorte que ses équipes soient galvanisées pour l'année, par exemple, si je prends un séminaire commercial, et de l'autre, il y en a un qui a besoin de s'y retrouver en bas de ligne. Comment je fais pour l'aider? Donc c'est exactement ce qu'on a fait, c'est déjà avec du contenu pouvoir apporter du sens à chacun et dire comment vous pouvez avoir des vrais KPI sur un séminaire qualitatif, quantitatif, et dire ok, mon objectif est atteint. Et puis côté acheteur, aussi pouvoir lui donner des outils, déjà expliquer l'univers, comme je le disais, comment ça fonctionne, parce que c'est vraiment très nouveau pour eux, donc déjà les informer et aussi leur mettre des outils à disposition qui leur permet d'avoir une lecture totalement rassemblée de ces familles de dépenses. On peut arriver à des dizaines de millions de dépenses. Voilà, on a un client, par exemple, chez nous, c'est 20 millions d'euros par an de séminaires, de formation, d'événementiels. Donc ça commence à être des familles relativement importantes et ils viennent de le découvrir il y a 2 ans. Ils ne le savaient pas avant qu'on leur mette justement ces outils à disposition. C'est un gros chouchou. Donc c'est des outils, des simulateurs, des configurateurs? C'est ça. C'est des tableaux de bord hein, finalement qui... vu de l'extérieur, sont finalement assez simples. Mais quand vous êtes dans des grosses structures, parce qu'évidemment, ce n'est pas la PME du coin qui fait 20 millions d'euros de séminaires par an ou de formation, eux sont sur des systèmes informatiques tellement lourds qu'ils n'arrivent pas à mettre en place ces tableaux de bord. Donc nous, on peut le faire de manière beaucoup plus agile. Et donc, on vient vraiment en support et en aide à ces clients-là. Maintenant, je voulais revenir sur une chose qui est importante, c'est ce dont on parlait depuis le début. En marketing pur, et c'est vraiment la base du marketing, c'est de savoir à qui on s'adresse. Donc, c'est les fameux personas sur lesquels on travaille et se dire, bon, toi, directeur de la com, c'est quoi ton problème tous les jours quand tu te lèves le matin? Toi, directeur des achats, c'est quoi ton problème quand tu te lèves tous les jours? Et on espère que c'est ce qui va venir taper ou chercher à droite à gauche, peut-être dans des espaces comme ici ou en tapant sur Google ou ailleurs, et qu'on va pouvoir nous lui apporter une réponse. C'est un travail que vous avez fait? Et ça, c'est le travail de contenu qu'on a fait et qu'on va pouvoir déployer encore davantage au travers du blog qui sort avec le nouveau site au mois d'octobre. On a vraiment des catégories spécifiques et il y en aura pour les DRH, pour voilà, toutes les... Donc on aura des onglets, c'est ça? On va pouvoir retrouver du contenu spécifique?
Oui, il y aura du contenu spécifique aussi sur comment je réussis un séminaire, quels sont les bons KPI, comment travailler en entreprise, parce que finalement notre spectre est beaucoup plus large. Voilà, donc, Et les réseaux sociaux, par rapport à ce contenu, vous les utilisez? Vous utilisez LinkedIn par exemple? Oui, alors en fait on a un fondement dans le marketing qui est de ne pas faire de pub. Donc vous nous entendrez a priori jamais en radio, vous ne verrez jamais de page de pub, parce qu'on se dit que le meilleur marketing est celui de nos clients et c'est le bouche à oreille. Donc vous me voyez venir, les réseaux sociaux évidemment, bouche à oreille 2.0, très facile. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on a tout un programme qu'on appelle les digitalents chez nous, qui sont les ambassadeurs Château-Fort. Les digitalents, puisque chez nous on n'a pas des salariés, on a des talents. Et donc les digitalents sont tous ceux qui ont envie de porter la voix de Château-Fort sur leur page personnelle. Après, il y a les pages qu'on anime, mais on sait très bien que sur les réseaux sociaux, quand une marque parle, ça a un poids proche de 0. Donc c'est plutôt justement ce programme-là qu'on souhaite animer. Et puis c'est finalement tous les participants qui viennent dans nos 70 maisons tous les jours qui ont plaisir à partager. On a la chance de pouvoir faire de belles images aussi. Donc Instagram est un support formidable pour nous. LinkedIn, Instagram, LinkedIn, Facebook. Instagram et un peu de Twitter, mais il s'avère que ça reste un réseau quand même très professionnel, plutôt pour les RP. Donc c'est LinkedIn et Instagram. Des vidéos sur YouTube? Et YouTube, évidemment. Et tout ça, jamais de pub. Vous ne sponsorisez pas sur LinkedIn Non. En ciblant le directeur des achats ou le directeur événementiel? Non. Non, pas encore, mais ça va venir. Ça va venir. Et chez Manutan, les réseaux sociaux, LinkedIn, pour ce contenu que vous avez expliqué, Serve Inside, vous l'utilisez, vous ciblez le directeur des achats? Alors oui, on utilise beaucoup LinkedIn, mais pas sous la marque Manutan. En fait, on est 3 à utiliser LinkedIn, et donc c'est des relations de personne à personne. C'est-à-dire que moi, j'anime, entre guillemets, une communauté d'acheteurs. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'acheteurs avec lesquels je me suis connecté, et je publie du contenu en permanence, soit des posts, mais aussi des articles. Alors, ce qui nous oblige de toute façon à formaliser notre pensée. Et le gros intérêt aussi, c'est que ça explique en interne ce qu'on est en train de faire. Donc ça, c'est... Alors on a pareil une stratégie de persona, c'est-à-dire moi je travaille plus aujourd'hui avec les directeurs des achats, les directions générales. Après, on a une personne qui est plus sur tout ce qui est achat électronique, les DSI, etc. Et donc là, on a une stratégie aussi très ciblée sur les contacts et on l'utilise beaucoup. Et c'est vraiment au cœur aujourd'hui de la stratégie. Et très franchement, on génère des rendez-vous via LinkedIn. Par contre, ça nous oblige à passer beaucoup de temps sur le contenu, à essayer d'être assez pertinent, donc c'est très consommateur de temps. Et après, tout ce qui est Instagram, là, c'est plus une logique produit, mais enfin, nous, on n'est pas, c'est pas hyper très sexy. super sexy. Ouais. Et de votre côté, chez Staples, peut-être parler de ce contenu dont vous avez expliqué tout à l'heure un peu ce conseil, cet accompagnement de service, comment vous le faites savoir? Et peut-être on pourra dire aussi un mot sur les emailing, qui sont souvent des canaux très forts en B2B. Alors, réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on est principalement sur LinkedIn, un peu sur Facebook, mais c'est vrai que ce n'est pas aujourd'hui un de nos médias principaux. On est plus en écoute et là-dessus en réaction. Hein. On poste un petit peu des choses, mais on sait que ce n'est pas... les marques aujourd'hui, si elles postent des informations, ça va être pris avec tellement de distance qu'on a un investissement, une présence, j'ai envie de dire, qui est très, très raisonnable. En revanche, les emails, c'est un média... On laisse bien évidemment le choix aux différents interlocuteurs en entreprise de choisir s'ils veulent ou pas les emails. On personnalise extrêmement les emails et après la fréquence d'envoi, pareil, est personnalisée. C'est un média qu'on utilise beaucoup. On voit qu'il est assez complémentaire en fait des médias traditionnels type papier et téléphone. Donc on adapte le mix média en fonction des types d'interlocuteurs, acheteurs, utilisateurs ou les personnes qui passent les commandes. Alors j'imagine pour faire ces arbitrages, souvent c'est la data au sens les KPI. Peut-être nous dire un mot sur les indicateurs que vous suivez pour justement faire ces arbitrages. Comment vous avez structuré ces tableaux de bord marketing et commerciaux? Alors on a quelques indicateurs absolument clés. Le premier, c'est le coût d'acquisition des nouveaux clients en fonction du type de client et de la valeur de client. Ça, je pense que tout le monde va se reconnaître là-dessus. Il y a beaucoup d'autres indicateurs en amont de celui-là, mais ça, c'est un indicateur clé. Ensuite, sur les clients... Vous additionnez tout? Comment vous faites? Parce que ce n'est pas facile d'agréger tous les coûts. Combien de temps il passe quelqu'un au téléphone? Comment vous le comptez, par exemple?
Alors, on va pas compter le temps qu'on passe au téléphone. On a un modèle d'attribution multicanal qui nous permet de savoir si un investissement en catalogue, il y a 3 semaines, a généré un lead sur Internet qui va nous générer un nouveau client. Donc, on essaye d'avoir une vision globale des coûts de contact. On ne va pas être à la finesse de savoir que la seconde téléphonique a coûté tant, mais on va regarder par type de contact. Donc, sur les nouveaux clients, c'est le coût d'acquisition qui est vraiment l'alpha et l'oméga. Sur les clients existants, là aussi, assez classique, c'est le taux de rétention. Est-ce que les clients restent chez nous? Et ensuite, c'est ce qu'on appelle le taux d'activation. C'est par rapport à leur taille et leur typologie, est-ce qu'ils sont dans leur rythme de commande normal? Donc, est-ce qu'ils restent avec nous et est-ce qu'ils commandent à un rythme normal? Et là-dessus, la Big Data nous permet de savoir, OK, ce type de client doit normalement passer une commande par mois, une commande par semaine ou une commande par trimestre. Et on regarde. Un, pas le perdre. Deuxièmement, maximiser son potentiel. Donc, vous avez monté des actions un peu de niche, on va dire, spécifiques. Sur ce compte, logiquement, il devrait dépenser plus et donc vous essayez de l'activer, c'est ça? Extrêmement ciblé même. Hein. On calcule pour chaque client, il est censé passer une commande telle semaine. On va commencer à regarder son comportement la semaine d'avant, la semaine attendue, la semaine d'après. On n'est pas dans de la précision au jour près, mais on va suivre client par client. Et en fonction du comportement, on va agir. Et ça, avec les directeurs commerciaux, avec les équipes, avec le digital, tout le monde est coordonné, tout le monde est aligné. Et effectivement, ça nourrit des actions qui peuvent être digitales, qui peuvent être des envois de contacts papier ou déclencher des appels ou des visites de commerciaux. Chez Manutan, quels sont un peu les KPI que vous suivez? Quels sont ceux qui sont partagés avec les commerciaux, au board peut-être? Alors nous, le principal, c'est en fait ce qu'on appelle chez nous le With Love client. En fait, ce n'est que rebaptisé le NPS. Et en fait, les 2300 collaborateurs du groupe ont une partie de leur rémunération là-dessus. Donc ça, c'est vraiment l'indicateur principal, c'est de dire quelle est aujourd'hui l'adhésion à la marque et à tout ce qu'on fait. Et après, on va le décliner sur des moments post-livraison, etc. Et aussi sur des contacts, directeur des achats, etc. Donc ça, c'est vraiment notre numéro 1. Après, tout l'enjeu en B2B, en fait, c'est d'élargir le nombre de contacts. Parce que je pense que, par exemple, Châteauforme, je pense que c'est comme nous. Si aujourd'hui, vous avez un potentiel de 100 000 € chez un client, un contact donné vous achètera que 10 000. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le directeur commercial, il n'achètera pas 100 000 €. Par contre, le directeur de marketing, lui, il peut apporter les autres 10 000. Et en fait, aujourd'hui, vous vous rendez compte que quand des clients de même taille font des chiffres d'affaires différents, en réalité, c'est qu'on a réussi à avoir plus de contacts au sein d'un même client. Donc, vous avez dans une stratégie d'acquisition l'évaluation du potentiel, en se disant ça, c'est un potentiel à multi-contact, donc on va investir beaucoup dessus. À l'inverse, on a des clients dont on sait que globalement, ils ne reviendront pas. Parce que statistiquement, donc là, on est vraiment dans une stratégie de gagner de l'argent à la première commande. Et tout le travail après, c'est d'essayer d'avoir de plus en plus de contacts. Parce que dans le B2B, alors c'est assez bête ce que je vais dire, mais la probabilité de fidélité est intimement liée au nombre de commandes. C'est-à-dire un contact qui nous a passé 40 commandes, il y a 90% de chances qu'il en passe l'an prochain. Le problème, c'est que si ce contact, pour une raison ou une autre, part de l'entreprise, en fait, vous avez des très bons clients qui, du jour au lendemain, deviennent des très mauvais clients. Et donc, toute l'obsession, et c'est en fait, c'est la vraie difficulté, c'est à la fois ce qui est intéressant et ce qui est très difficile en B2B, c'est de pénétrer comme ça ce nombre de contacts. Alors, ce qui est un savant mélange de bouche à oreille en interne, donc ça joue aussi. Ce qui est aussi le rôle des commerciaux, identifier les contacts. C'est aussi donc un peu la machine marketing qui va aller envoyer à différents contacts et de se dire dans l'entreprise, dans cette entreprise-là, il y a probablement telle personne, etc. Mais en fait, notre vrai indicateur, c'est donc le NPS, le nombre de contacts et donc le nombre de commandes qui en fait est plus important que le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est des datas que vous suivez hebdomadairement dans des outils, quel CRM? C'est vraiment notre métier. Après, c'est des domaines où il faut tout le temps s'améliorer. C'est-à-dire que je pense que nous, on est à 30% de ce qu'il faudrait qu'on fasse parce qu'il faut être de plus en plus fin. Alors l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, on travaille, il y a beaucoup de technos qui existent. Nous, on s'associe de plus en plus à des startups parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire, nous, en interne. Et c'est vraiment un enjeu. On est en train de refondre toute notre politique master data client, etc. Parce que c'est cette obsession aujourd'hui de se dire mais est-ce que j'ai réussi à séduire d'autres contacts dans l'entreprise? C'est ça qui va déterminer vraiment si ce client-là, on va continuer à travailler avec lui. C'est ce qu'on appelle effectivement aujourd'hui l'account-based marketing. Donc l'idée étant de se dire une fois qu'on a une entreprise, comment on élargit le business et donc le nombre de contacts qu'on va pouvoir activer dans chacune des équipes, services, direction de ces entreprises. Pareil, Anne, j'imagine que lorsque chez Châteauforme, on signe un contrat cadre,
il faut savoir l'élargir. Et quels sont, vous, les KPI, les indicateurs que vous suivez perso au niveau du marketing et qui remontent au board? Alors déjà, il y en a un qui n'est pas marketing, mais qui est partagé par les 2000 talents. C'est le taux de satisfaction de nos participants et de nos organisateurs. On le suit d'une part, on remet, et là ça paraît un peu anachronique aussi, mais on leur remet un billet doux ou acidulé qui est en papier, et donc à la fin de chaque séminaire, on leur demande de le compléter. Et pour les organisateurs, c'est un appel téléphonique de la nounou, donc la chef de projet logistique, pour savoir quel est son feedback, d'une part, a posteriori des participants, et de elle, en tant qu'organisatrice, comment elle s'est sentie accompagnée. Toute l'entreprise est incentivée. C'est le premier déclencheur des 2000 talents de ce taux de satisfaction. On a un objectif à 95% et on est aujourd'hui à 97%. Voilà. Donc ça, c'est la chose partagée par tous. Et forcément, ça a des effets sur toutes les initiatives qu'on peut prendre. À effectivement, pas être trop pushy en marketing parce qu'on n'a pas envie de marteler quoi que ce soit. Maintenant, les KPI, on est quand même sur des leviers marketing assez traditionnels pour aller faire de la réactivation. Donc, on a les emails qu'on appelle des lettres web, on a les campagnes d'appels sortants parce qu'on sait qu'il y a des événements spécifiques dans les entreprises qui viennent souvent à date anniversaire, donc on va réactiver ce genre de choses. On a du lead nurturing, de l'ABM, enfin voilà, on fait des choses assez classiques. Et donc là, on a les KPI traditionnels de objectif de nombre de prospects, taux de transformation, chiffre d'affaires au bout, combien j'ai fait de rétention sur mon client actif, combien j'ai de churn, etc., etc. On n'a pas réinventé le marketing quand même. On n'a pas cette prétention. Ça reste des basiques à suivre et l'exécution parfaite. Merci à tous les trois. Il nous reste peut-être quelques minutes pour une ou deux questions dans la salle. Et puis après, on conclura peut-être en parlant un peu des enjeux futurs d'Amazon. On en a parlé. Mais répondons à une ou deux questions ici dans la salle. La demoiselle est là avec le micro. Donc, levez la main. Voilà, monsieur. Alors, présentez-vous votre prénom, nom, votre société. Bonjour, Nicolas, société Bricosaur. Nous vendons des articles de bricolage au grand public et aux pros. Merci pour vos interventions. Je reviendrai sur le départ de votre discussion, sur l'aspect crucial de différencier dans l'acquisition digitale, B2B, B2C. Et je voulais savoir si les investissements que vous faites en la matière vous impose à commercer avec les grands publics. D'ailleurs, est-ce que vous avez eu l'idée de faire autrement? Et j'aurais peut-être une question subsidiaire un peu faussement candide. Pour Manutan, vous avez dit que vos commerciaux ne vendent plus, ne prennent plus de commandes. Donc, que font-ils? Merci. Alors, peut-être, on va commencer avec Staples, Sacha Tikhomirov, sur la première partie. Non, personne ne nous impose de vendre quoi que ce soit, mais on est ravis de servir des clients, y compris des clients B2C, mais ça reste extrêmement marginal parce que l'ensemble de l'expérience a été conçu B2B, que ce soit en vocabulaire, en parcours d'achat. Donc, quelqu'un qui vient avec un objectif B2C ne va pas forcément s'y retrouver chez JPG. Donc, ça fait un peu la sélection naturelle. Mais s'il va jusqu'au bout du parcours et qu'il sort sa carte de crédit, on sera ravis de lui fournir un très bon service. Mais ça reste extrêmement marginal. Merci Pierre-Olivier Brial. Donc, on ne vend plus les commerciaux chez Manutan? En fait, chez nous, ils n'ont jamais vendu en réalité parce qu'à la base, on était un cataloguiste. Donc, en fait, le vendeur, c'était le catalogue. En réalité, on a démarré les commerciaux avec Internet parce qu'avec Internet, il y a eu une prise de contrôle des directions des achats sur la typologie des produits qu'on vendait, ce qui n'était pas le cas avant. En fait, nous, on était un business où on était totalement en dessous du radar. Et donc, nos commerciaux accompagnent les directions des achats. Ils ont un rôle de conseil. Ils déploient des solutions comme Save Inside. Ils déploient les solutions électroniques. Et ensuite, ils vont sur les sites rencontrer les responsables des achats locaux pour promouvoir l'accord central. Merci. Une question ici devant. Monsieur. Bonjour. Olivier Michel, société Europe Arm. Deux questions. Une pour monsieur Tikhomirov concernant JPG. Vous avez dit que la partie papier, catalogue traditionnel était encore très importante par rapport à la partie web. En termes de budget, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça se répartit aujourd'hui? Et puis, alors, on va déjà répondre à cette question. Effectivement, un mot sur le catalogue. Ça coûte encore cher le papier? C'est utile? Alors oui, ça coûte cher.
Mais j'ai envie de dire, le clic Google coûte cher aussi. Donc là-dessus, en fonction du type de personne qu'on veut contacter et du type de produit, on va faire des arbitrages. Mais on peut dire qu'il y a un bon équilibre, ce serait moitié-moitié. On n'y est pas encore, mais ça dépend de la base client. Mais je pense que ça, c'est une idée d'ordre de grandeur. Merci, on va remercier et on va applaudir, s'il vous plaît, Anne Griffon, donc directrice marketing innovation de Schaeffler, Pierre-Olivier Brial, directeur général de Manutan, et notre mentor ce matin, Sacha Tikhomirov de Staples. Merci de votre attention. Bonne journée sur Paris Retail Week.